Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session du live RPS QVT. Aujourd'hui, on va parler des addictions, la prévention des addictions en entreprise. Et pour ce faire, donc, j'accueille Michel Hervy, qui est psychologue du travail en France et au Luxembourg. À vous, Michel. Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire pour parler d'un sujet qui est parfois un petit peu délicat, on va voir, mais où en tout cas il y a plein de choses à faire pour mettre en place des actions intéressantes et efficaces en entreprise. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, c'est ce qui apparaît un petit peu dans mon logo. Je mets en avant, pour moi, c'est une valeur, je mets en avant l'humain. Pour moi, il est au cœur de la performance de l'entreprise. Et j'ai 25 ans d'expérience à la fois dans l'industrie et également dans le domaine des services. Sur deux domaines de prédilection, on va dire, deux domaines qui m'intéressent beaucoup et on verra qu'ils sont liés. La prévention des risques psychosociaux et la prévention des risques liés aux conduites addictives. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je fais du conseil en entreprise, je fais aussi de l'animation de formation. Sur ce sujet, j'ai formé plus de 500 managers dans une grande entreprise, un grand groupe. Et je fais également du soutien psychologique en situation de crise, de stress post-traumatique notamment. Voilà, je ne vais pas lire en entier les slides, hein. Vous aurez le temps par après, puisqu'ils seront disponibles en vidéo, de les relire attentivement si vous le souhaitez. On va essayer de passer assez rapidement pour vous donner quelques bases sur le sujet. On ne fera pas de vous aujourd'hui des addictologues, ce n'est pas le but, hein, mais c'est vraiment juste quelques bases de connaissances pour pouvoir comprendre le sujet. Donc, on verra effectivement que c'est un sujet qui peut être un peu délicat, pas toujours facile à aborder. On va essayer de définir, de caractériser ce qu'est une addiction. On verra qu'il y a des addictions avec substance, sans substance. On fera un petit focus justement sur les différentes substances psychoactives, leurs effets, sur aussi les consommations avec les tendances aujourd'hui. Et on verra surtout pourquoi est-ce qu'il faut agir en entreprise, hein, quels sont les enjeux, il y a des enjeux importants, et surtout donc comment agir en milieu d'entreprise, en milieu de travail. L'important, c'est de raisonner en termes de risques, donc de détecter ces risques et puis de comment les gérer, comment accompagner les personnes et piloter la démarche. On verra quels sont les facteurs de réussite et puis on fera un lien parce que tout ça est lié sur donc les addictions, les risques psychosociaux, hein, les RPS, et la qualité de vie au travail. Alors rapidement, effectivement, c'est un sujet qui peut être un peu tabou, on n'a pas trop forcément envie de parler de ça, puis bon, de toute façon, chez nous, il n'y a pas d'alcoolique, hein, dans notre entreprise, non, il n'y a pas de ça. On va toucher assez rapidement à la sphère médicale, secret médical, etc. Donc, si je suis employeur, finalement, de quoi je me mêle évidemment, la sphère personnelle, hein, et la réaction des salariés est très rapidement, mais est-ce que je consomme chez moi, ça me regarde. On va toucher bien sûr des aspects légaux, hein, il y a une réglementation sur le sujet. Donc, qu'est-ce que l'employeur a le droit de faire, a le droit de dire? C'est pas toujours évident aussi de repérer les signes donc de ces addictions. On peut être sur des symptômes d'autres choses, voilà, pas toujours évident. Et il peut y avoir aussi un climat où les salariés ont du coup peur de dénoncer leurs collègues. Hein, donc on verra comment faire en sorte qu'il n'y ait pas ce climat où les gens ont peur d'une délation. Rapidement, une addiction, c'est quoi? Dans le langage courant, on est addict à quelque chose quand on ne peut plus s'en passer. Alors, c'est effectivement un des critères. Hein, l'OMS a défini 6 critères et on va parler de dépendance quand il y a au moins 3 de ces critères. Ce qu'on retrouve assez souvent, c'est effectivement le désir souvent puissant, voire compulsif, de consommer ou de pratiquer une activité. La perte de contrôle de l'usage, c'est-à-dire l'incapacité à réduire ou à arrêter sa consommation ou ce comportement. On va retrouver un syndrome, donc un ensemble de symptômes de sevrage, mais pas forcément, encore une fois. On va mettre en évidence une tolérance. Il va y avoir un désintérêt, un abandon progressif des autres activités au profit de celle de l'addiction. Et puis, la personne va poursuivre sa consommation, son activité, son comportement, malgré qu'il y ait la survenue d'une maladie ou des problèmes dans la vie sociale.
Hein, donc, vous voyez, c'est vraiment une dépendance. Et c'est une pathologie qui est identifiée par l'OMS comme une pathologie cérébrale. En tout cas, certaines de ces addictions sont identifiées par l'OMS comme une maladie. Et on verra que ce n'est pas neutre non plus quand on agit en entreprise. Alors, il y a effectivement des addictions avec substances, hein, les plus connues, alcool, tabac, drogue, 3 grandes familles, et médicaments psychoactifs, 4 grandes familles de médicaments. Ce sont des produits naturels, mais aussi de plus en plus synthétiques. Hein, le cannabis, aujourd'hui, il est plutôt fabriqué en laboratoire que venant de la plante. Ils peuvent être légaux ou non, ces produits, et ils ont un potentiel de nocivité pour la santé. On retrouve aussi des addictions sans substance, donc d'un certain nombre de comportements. En entreprise, ce qu'on peut retrouver, ce dont on parle le plus, c'est ce qu'on appelle le workaholisme, hein, l'addiction au travail. Alors ça fait un peu rigoler, mais en fait, ce sont des personnes qui sont en souffrance au bout d'un moment parce qu'elles vont se centrer sur le travail et au détriment des autres activités, de leurs loisirs, de leur famille. Voilà, donc ça devient pathologique. Et la cyberdépendance, de plus en plus aussi, hein, l'addiction au téléphone portable. Alors évidemment, ça peut être croisé avec d'autres addictions comme le jeu sur le téléphone, mais aussi les réseaux sociaux. Et le like devient une addiction. Hein, avoir des likes sur les réseaux sociaux devient quelque chose d'addictif. Voilà. Donc ces substances et ces comportements vont agir sur le cerveau, on va voir juste après comment, et vont entraîner des désordres. Et donc, les 3 qu'on va retrouver en entreprise sont l'alcool, le cannabis et les médicaments psychoactifs. Ça va? Très bien, très bien. Alors, rapidement, il y a un mécanisme dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le mécanisme de la récompense. En quelques phrases simples, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit donc, qui, normalement, a pour but de favoriser les fonctions vitales, hein, et de provoquer une sensation de plaisir. Le problème, c'est que ces substances psychoactives, elles vont stimuler anormalement ce circuit en augmentant ce qu'on appelle les neuromédiateurs, hein, donc des substances qui permettent la communication entre les cellules. Et ça va provoquer donc une sensation de plaisir ou la suppression d'un malaise. Hein. Et c'est pour retrouver ces sensations que le comportement va être répété et que va s'instaurer une dépendance, une addiction. D'accord. Donc le mécanisme va être perturbé et on comprend bien avec ça surtout que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas contrôler, qui se passe au niveau de notre cerveau. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas psychologique, c'est qu'il y a une dépendance, une question physiologique, neurologique. C'est ça. Et donc quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est au-delà de la bonne ou de la mauvaise volonté de la personne. Exactement. Voilà. Il ne suffit pas de vouloir arrêter pour pouvoir arrêter. C'est le cerveau qui va réclamer la substance. Alors, j'ai fait un slide sur chaque substance. J'ai mis de côté volontairement le tabac parce qu'à lui seul, il a des conséquences énormes sur la santé. Donc, à lui seul, il mérite un sujet pour lui seul. Et on a moins d'enjeux de sécurité. Hein. On a bien sûr des enjeux sur la santé, un petit peu moins sur la sécurité. Et ce qu'on va retrouver surtout, c'est effectivement l'alcool. Bon, il est responsable, alors ça diminue, mais quand même, ça reste un chiffre élevé, hein, 50 000 décès environ par an, et environ 30% des accidents mortels sur la route sont dus à l'alcool. Cette notion de verre standard, alors peut-être que vous la connaissez, mais en tout cas, moi en entreprise, je suis souvent confrontée à des personnes qui n'ont pas idée, qui ne connaissent pas ces notions. Des gens qui me disent par exemple, mais moi je ne consomme pas d'alcool, je bois que de la bière. Bah oui. Voilà, hein, 25 centilitres de bière, c'est équivalent à 2 centilitres et demi de whisky. Oui, hein, donc voilà. C'est les 0,2 grammes d'alcool par litre de sang. Donc quand au code de la route on dit 0,5, là voilà, avec ce verre-là, on est à 0,2. Donc pour avoir un petit peu des repères. Et l'alcoolémie décroît environ, évidemment, il y a des différences individuelles, il y a des différences un peu entre hommes et femmes, mais environ, c'est pas tout à fait un verre par heure. Pour vous donner des repères. Les tendances actuelles de consommation, c'est l'augmentation des phénomènes de binge drinking, donc des jeunes qui sont clean le week-end, la semaine, mais qui vont boire énormément, des grandes quantités le week-end, et puis un rajeunissement et une féminisation de la consommation. Voilà pour l'alcool, rapidement. Là aussi, quelques schémas simples, c'est schématique, hein, avec les 3 grandes familles de drogues.
On retrouve d'une part tout ce qui est hallucinogène, qu'on appelle aussi perturbateur, donc qui vont perturber la vision, les sensations. Hein, donc c'est la vision de l'éléphant rose. Bon, encore une fois, c'est schématique. Chef de file, là qu'on peut retenir, c'est le cannabis. Deuxième grande famille, c'est la famille des stimulants, hein, des produits qui sont psychostimulants, c'est-à-dire qui vont augmenter les capacités intellectuelles et physiques, diminuer la sensation de fatigue. Chef de file dans ces produits, c'est la cocaïne, hein, avec ses dérivés. Et puis, la troisième grande famille, ce sont les sédatifs, avec la famille des opiacés. Là, c'est Tintin, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez lu ce Tintin et le lotus bleu, hein, qui se retrouve à un moment donné dans une salle où on fume de l'opium. Voilà. Ils sont plutôt assez calmes. Hein, voilà. Ce sont des substances qui ont des propriétés calmantes, sédatives, qui vont diminuer l'activité du cerveau. Et on voit bien donc déjà qu'en entreprise, quand on fait le lien, ces effets vont poser problème, évidemment. Et troisième grande famille, pour laquelle la consommation est en augmentation aussi, hein, c'est la tendance, sont les médicaments, certains médicaments, là, les médicaments qu'on appelle psychoactifs. Là, il y a 4 grandes familles. Il y a tout ce qui est la famille des anxiolytiques qui vont réduire l'anxiété, les antidépresseurs, la famille des somnifères ou hypnotiques, et puis la famille des neuroleptiques. Le problème dans tout ça, puisque c'est normalement réglementé, effectivement, c'est qu'il y a un mésusage, il peut y avoir une automédication, il peut y avoir la consommation de médicaments plus d'alcool, hein, polyconsommation, ou bien un usage carrément détourné où on achète des médicaments pour un effet de défonce. Là aussi, des effets secondaires sur la vigilance, sur la mémoire, des somnolences, troubles de la vision, diminution des réflexes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai mis ici ce qu'on appelle la pyramide de Skinner, qui a été définie pour l'alcool, mais qui est valable finalement pour pas mal de substances psychoactives. C'est que la consommation, elle n'est pas binaire. Il n'y a pas d'un côté les gens qui, entre guillemets, savent boire, et puis les alcooliques. Il y a une graduation dans la consommation, et ça c'est important parce qu'en entreprise, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément justement l'addiction ou la dépendance. Le terme addiction, on l'utilise parce qu'il est connu et qu'on en parle de plus en plus. Mais finalement, les gens qui sont dans les consommations à problème, c'est-à-dire qui ont déjà des maladies, des incidences, ou les gens qui sont dépendants, qui sont addicts, on va à la rigueur même pas les voir en entreprise parce qu'il y a déjà des impacts sur la santé importants et ils vont être soit en arrêt maladie, soit en cure, etc. Et là où on va se focaliser, pour faire de la prévention, on va se focaliser sur les consommations qui sont excessives en quantité ou qui, de par une situation, par exemple la conduite plus une alcoolémie importante, c'est une situation à risque. Et donc pour l'entreprise aussi. Donc on va se focaliser déjà sur la consommation quand elle est à risque. D'accord ? En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas binaire. Je passe assez rapidement, vous regarderez plus en détail, mais je pense que vous comprenez bien la progression. Pourquoi agir en entreprise ? Effectivement, il y a des enjeux qui sont importants, des enjeux de différentes sortes. Il y a bien sûr des enjeux légaux, hein, il y a des réglementations qui obligent l'employeur à mettre en place des dispositifs pour préserver la sécurité et la santé. Et dans ce domaine-là, je fais une petite remarque, il y a une obligation, c'est un des rares domaines où il y a une obligation de moyens et de résultats. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas dire moi j'ai mis en place des trucs, maintenant c'est bon. Non, l'employeur doit suivre ce qu'il fait, doit vérifier si ce qu'il a mis en place, avec ce qu'il a mis en place, il obtient bien les résultats escomptés. Donc les enjeux légaux pour l'employeur, également pour les services de santé au travail, avec un gros focus sur la prévention. Les enjeux de sécurité, on l'a vu, on l'a senti, hein, et bien sûr, avec tous les effets secondaires que ça représente, il y a des risques d'accident. Ça peut être dramatique. Il y a des enjeux, bien évidemment, de santé hein, pour les personnes. Il y a des enjeux économiques, parce qu'on a des absences, on a des retards, on a des conséquences sur la qualité, etc., sur la productivité. Il y a des enjeux d'image. À l'époque des réseaux sociaux, ça va très vite. Hein. Ce que fait l'entreprise va être mis sur les réseaux sociaux et on va très rapidement critiquer les actions ou les inactions. Et puis, il y a bien sûr les enjeux psychologiques. Hein. L'addiction, c'est une souffrance et ça va avoir un impact sur la personne et sur tout son environnement familial et professionnel, avec des conséquences sur sa carrière, sur un licenciement éventuellement.
Alors, comment agir en milieu de travail? L'important est de raisonner en termes de risque. Je vous ai remis ici les 3 piliers de la prévention, ce qu'on appelle prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Rapidement, la prévention primaire, c'est tout ce qu'on met en place avant que le risque n'apparaisse. Hein, donc, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Et on va vraiment prévenir, on va informer, on va donc mettre en place plein de choses qui peuvent permettre d'éliminer ou de réduire le risque avant même que les conséquences négatives apparaissent. La prévention secondaire, on va dire, c'est gérer le risque. Une fois qu'il est là, essayer de limiter, de corriger, de réduire la gravité de quelque chose qu'on n'a pas pu empêcher d'apparaître. Et la prévention tertiaire, c'est plutôt de l'ordre de la réparation. Donc ici, ça va être plutôt le volet de l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté. D'accord ? Donc plus en détail, on va retrouver la mise en place d'une stratégie de prévention, d'accompagnement et de sanctions. Ce qui est important, c'est de définir au départ la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, et quand je dis ça, ce n'est pas un jugement, ça se passe comme ça. Dans beaucoup d'entreprises, quand on est confronté à un salarié qui arrive, par exemple, en état d'ébriété, il est licencié sur le champ. Le problème, c'est que derrière, il y a des procédures légales à respecter. Il faut que ce soit inscrit dans le règlement intérieur pour être caractérisé comme une faute, etc. Donc, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Et le gros problème de ces situations-là, et ça, c'est l'expérience derrière de toutes les équipes de santé au travail avec qui j'ai pu travailler, ça ne fonctionne pas, ce système-là. Pourquoi? Parce qu'on va instaurer un climat de peur. Les gens ont peur de se faire licencier, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. Ils vont se cacher, donc vous allez résoudre peut-être effectivement le problème, entre guillemets, pour cette personne-là, vous allez la sortir du milieu professionnel. Pour elle, on sait qu'au niveau social, une fois qu'il n'y a plus ce cadre-là, la descente aux enfers va assez vite, hein, généralement. Et les autres, s'il y a un risque à un moment donné ailleurs pour d'autres salariés, ils vont avoir peur, ils vont se cacher. Donc, vous ne les aiderez pas. Il n'y a pas d'accompagnement mis en place. Hein, on n'aide pas la personne. Et d'autre part, on va instaurer ce climat qui ne va pas être favorable justement à la prévention. Donc, on y reviendra, mais rapidement, voilà, c'est important de travailler sur un climat de confiance, de manière à parler des choses, à raisonner en termes de risque. Il faut mettre les choses par écrit, l'important bien sûr dans le règlement intérieur, mais aussi d'écrire des procédures. Bien entendu, il y a dans la prévention secondaire, mais ça déborde aussi un peu sur le primaire, la formation, former l'ensemble des acteurs de l'entreprise, sensibiliser les salariés et bien sûr jusqu'à la direction. Et puis le volet accompagnement avec la mise en place de réseaux en interne ou en externe qui peuvent aider sur les différentes addictions. Tout ça piloté par un système de gouvernance, hein, un système où voilà, on pilote les choses, on les suit. Et puis, très important, de travailler en équipe pluridisciplinaire. Tout seul dans l'entreprise, c'est compliqué. Il faut absolument travailler à minima avec les services de santé au travail. Ils sont souvent débordés, ils ont beaucoup de patients à suivre, mais ce sont des problématiques qui les intéressent et c'est vraiment indispensable de travailler avec eux. Voilà, pour clôturer ou presque, les facteurs de réussite, on les a vus. Hein, c'est attention, certaines dépendances, par exemple la dépendance à l'alcool est reconnue par les OMS comme une pathologie et donc on ne licencie pas quelqu'un parce qu'il est malade, au même titre qu'il peut avoir un diabète ou un cancer. Voilà. Hein, donc attention à ce qu'on fait. Il faut aussi avoir une attitude donc, dénuée de jugement. Raisonner en termes de risque et pas de consommation. La consommation et l'évaluation de la consommation, c'est l'affaire des professionnels de santé. En tant qu'employeur ou manager dans une entreprise, l'important, c'est quels sont les risques pour le salarié, pour ses collègues, pour l'entreprise de manière générale. Définir clairement la stratégie, mettre tout ça par écrit, communiquer, et si vous avez encore la possibilité, communiquer, hein, très important dans ces démarches, piloter et suivre, et puis travailler tous ensemble en équipe pluridisciplinaire.
Je terminerai par un dernier point. Tout ça est lié aussi aux risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail. Bien sûr, une personne qui vit quelque chose de compliqué au niveau personnel ou au niveau de son travail va être plus vulnérable et va alors avoir tendance à se retourner vers une substance qu'elle connaît déjà ou qu'elle a connue, ou une substance qu'on a tous à la maison, qui est l'alcool, pensant que ça va l'aider à ce moment-là. Or, ça va certainement plutôt augmenter sa vulnérabilité. Et puis, bien entendu, comment est-ce qu'on peut se sentir bien dans une entreprise? Comment on peut venir serein au travail, avoir un bien-être au travail, une qualité de vie au travail, si on vient avec la peur au ventre, parce qu'on a un collègue qui arrive tous les matins, qui n'est pas très clair, et qu'on ne sait pas quoi faire. On a peur de dire quelque chose, parce que si on dit quelque chose, il va se faire virer tout de suite. Vous voyez? Donc, tout ça, ça rentre aussi dans la politique de développement de la qualité de vie au travail, bien sûr. Voilà, rapidement, hein, un petit tour donc, de ce sujet. C'est un sujet qui est très vaste, j'ai eu du mal à le compresser comme ça, mais voilà, l'idée c'est plutôt de donner quelques bases et puis d'ouvrir maintenant la discussion. Si vous voulez bien, on peut faire donc le petit sondage et puis on reviendra ensuite aux questions. Voilà, donc dans la rubrique sondage, il y a donc une question. Dans votre entreprise, si un salarié arrive apparemment en état d'ébriété sur le lieu du travail, pensez-vous que la direction ou les managers vont… Voilà, donc je vous invite à voter en vous rendant sur l'onglet sondage. Moi, je ne vois pas les résultats. Vous voyez les résultats, Sébastien? Moi, je vais les dire. Oui, je vais les dire. Effectivement. Je vais les annoncer, ouais. Donc, la réponse qui se dégage, c'est que la direction et les managers vont gérer la situation, mais avec des difficultés. Ensuite, ils sont prêts à gérer la situation, ils sauront qu'on va faire. Et dans 20% des cas, ils seront complètement démunis. Ceux qui pensent que la direction pourra donc gérer la situation mais avec des difficultés représentent la moitié des personnes qui s'expriment, quand même, 50%, à peine 50%. Ouais. Ok, oui. D'accord. Merci beaucoup, Michel, hein, pour cet exposé qui est vraiment intéressant et clair. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Moi, j'aimerais, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, en fait, sur la question de la dépendance, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le circuit dopaminergique est là pour renforcer des fonctions vitales, boire, manger, se reproduire, etc. Et donc, on a tous des dépendances à 1000 choses. C'est normal, en fait. On ne peut pas se passer de boire, on ne peut pas se passer de manger, on ne peut pas se passer de dormir, on ne peut pas ou difficilement se passer de relations sentimentales, amicales, etc. Donc, le fait d'être dépendant, on pourrait dire d'être addict dans un sens populaire, courant et non dans un sens médical, est une chose normale. Après, c'est la question du produit et de son usage ou de son mésusage qui est en jeu. Pas le fait d'être dépendant de quelque chose, nécessairement. Parce qu'on l'est tous de plein de choses, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est sujet à discussion aujourd'hui, même parmi les médecins, ils ne sont pas tous d'accord. Aujourd'hui, l'OMS reconnaît les dépendances, les addictions avec substances, et dans les non-substances, il y a les jeux en réseau qui sont reconnus. Il y a beaucoup de questions sur d'autres substances, sur la caféine, la théine, la taurine, hein, dans le RED B, je ne vais pas citer, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Les boissons énergisantes, oui. Les boissons énergisantes, hein, de manière générale, voilà, donc des questions là-dessus. Et effectivement, la question sur d'autres addictions. Et encore une fois, moi, je ne suis pas addictologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacologue. Ce qui est important pour l'entreprise, c'est encore une fois cette notion de risque. C'est-à-dire que ce qui est important, ce sont les conséquences de l'addiction. Le fait que la personne a des effets secondaires ou que la personne va se désintéresser des autres sujets pour ne se focaliser que sur son addiction. Quand une personne est addicte au téléphone portable, qu'elle est tout le temps sur son téléphone, on regarde en moyenne 40 à 50 fois par jour notre téléphone, en moyenne.
Mais il y a des gens qui sont au-delà de 100, qui sont tout le temps sur leur téléphone. Ouais. Et que vous êtes sur un site industriel où il y a un engin de chantier, ben moi j'ai en tête une entreprise, le gars c'était son anniversaire, il a regardé son téléphone, il était sans cesse au téléphone parce que les gens l'appelaient pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et à un moment donné, il est entré dans une zone où il ne devait pas, il n'a pas regardé, l'engin de chantier ne l'a pas vu et le gars est décédé. Donc, on peut être sur des choses dramatiques avec quelque chose qui semble banal. Hein. Quand même... tout à fait, ouais. Voilà. Donc, encore une fois, il y a des polémiques sur les addictions, sur les dépendances. L'important, c'est vraiment qu'est-ce que ça va impacter pour l'entreprise. L'addiction au travail, l'employeur peut se dire ah ben c'est bien, moi j'ai quelqu'un qui est très performant, etc. Sauf que c'est pas juste quelqu'un, c'est pas juste un gros travailleur, c'est quelqu'un qui va mettre le travail au centre de ses préoccupations, qui ne va plus que s'intéresser à ça, qui va délaisser sa famille, qui va délaisser ses contacts sociaux, son temps libre, son temps de repos, qui va empiéter sur son temps de sommeil pour traiter ses dossiers, traiter ses mails professionnels, et ça va poser problème à un moment donné. Tout à fait, ouais. Et puis, avant parce qu'il y a beaucoup de questions et que je vais relayer avant de démarrer des participants, j'en ai une autre. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la question de la prévention primaire, secondaire, tertiaire? Si on prend, par exemple, par rapport à l'alcool, le moment où on est dans la prévention primaire, est-ce qu'on a déjà consommé de l'alcool ou est-ce qu'on n'en a pas consommé? La prévention secondaire, est-ce qu'on consomme déjà de l'alcool, je dirais normalement, c'est-à-dire un verre de vin de temps en temps ou pas? Est-ce que vous pouvez préciser ça pour que ça soit bien clair pour tout le monde? Oui. Alors, la prévention primaire, c'est pas lié directement à la consommation, c'est lié à la notion de risque, encore une fois. Donc, la prévention primaire, c'est tout ce qu'on va mettre en place avant qu'il y ait dans l'entreprise le moindre problème d'alcool, ni de drogue, etc. C'est informer des risques justement de la consommation excessive d'alcool, de ses effets des drogues, etc., de la consommation des médicaments. Donc, c'est tout le travail d'information, de sensibilisation des salariés, de formation, de mise en place d'une stratégie de prévention, tout ce qu'on fait en amont. La prévention secondaire, c'est, voilà, je suis confrontée à cette problématique dans l'entreprise, comment je vais gérer la situation. Donc là, c'est important que les managers notamment, et la direction et l'ensemble des salariés soient sensibilisés, mais que les managers sachent quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Comment je vais aborder le sujet avec la personne là, de mon équipe pour qui je remarque qu'il arrive en retard, il se prend la tête régulièrement avec ses collègues, il y a des conflits, il est sous tension, il réagit de manière disproportionnée par rapport à des trucs bêtes. C'est ça, gérer le risque, c'est ça, hein, en secondaire. Et en tertiaire, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer à cette personne, quel accompagnement, comment on va pouvoir travailler avec les services de santé pour lui proposer un accompagnement et l'aider. D'accord, très bien. Alors, je vais passer aux questions des participants. Séverine pose une question qui est relayée qui est renforcée par plein de personnes. Comment amorcer cette question des addictions avec une personne qui aurait été détectée ou une personne pour laquelle on aurait des suspicions? Comment est-ce qu'on va la voir et aborder la question? Comment est-ce qu'on peut faire en entreprise? Alors, en entreprise, le prérequis à tout ça, c'est qu'effectivement la stratégie soit claire et que notamment on soit bien d'accord. Je prends un exemple dans une entreprise que quelqu'un pour lequel on a des suspicions, on ne va pas directement le licencier. On n'est pas dans un entretien directement préalable à licenciement. Ce qu'on va faire, c'est un entretien avec, le manager va faire un entretien avec cette personne, comme il le ferait avec n'importe qui de son équipe pour qui il y a des problèmes au travail. Et on va se centrer non pas sur sa consommation, on ne va pas chercher à savoir ce qu'il consomme, on ne va pas d'emblée dire « j'ai l'impression que tu bois trop ». Parce que d'abord, on n'en sait rien. Légalement, on ne peut pas parler d'ébriété tant qu'on ne l'a pas testé avec un éthylotest, avec une procédure bien précise. Donc attention, on ne parle pas d'ébriété. Ce qui pose problème à l'entreprise, ce n'est pas la consommation en elle-même, c'est les conséquences de la consommation. Ce qui se passe, je fais un entretien avec toi aujourd'hui parce que tu es arrivé en retard tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Tu te prends régulièrement la tête avec un tel, ça m'est revenu dans l'équipe, on a eu des problèmes de conflit pour certaines choses. Ce jour-là, tu n'es même pas venu, tu n'as pas prévenu, rien du tout.
Voilà. C'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on va faire les choses? Et moi, ce que je te propose, j'ai l'impression que tu n'es pas bien, tu as des problèmes de santé, mais moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas évaluer ça. Ce n'est pas mon rôle en tant que manager. Ce que je te propose, c'est un rendez-vous au service de santé au travail, de manière à ce que tu pourras parler avec eux en toute confidentialité. Ils sont tenus au secret médical. Moi, manager, je n'en saurais rien, mais j'ai l'impression que tu ne vas pas bien et j'ai envie de t'aider. Donc, ce que je te propose, c'est, voilà, on prend un rendez-vous au service de santé au travail pour en discuter. D'accord, donc ça peut être soit le médecin du travail, soit le psychologue du travail à ce moment-là, en première intention, en premier rendez-vous. Oui, ça peut être aussi un collègue qui dit, écoute, moi j'ai l'impression quand même que tu as une difficulté avec ça et ça m'embête, comme un collègue qui confie qu'il a des idées suicidaires. Je veux dire, on va réagir, on se doit de réagir. Hein, de faire de la vigilance partagée et d'être tous à l'écoute de la sécurité et de la santé de nos collègues. Donc, et de l'accompagner et de lui dire, bah, écoute, voilà, je pense que contacte la médecine du travail ou je le fais avec toi et puis demande un rendez-vous. Vraiment se focaliser sur l'aspect santé. L'employeur, ce n'est pas les gendarmes. Les aspects judiciaires, il y en a, mais ça ne doit pas être la préoccupation, à mon sens. Hein, ça ne doit pas être la préoccupation primaire. La préoccupation primaire, c'est la santé des salariés et leur sécurité. C'est l'obligation légale, hein, de toute façon. Tout à fait. Tout à fait. Samuel pose une question qui est d'actualité. En fait, il demande quelle sera la prévention sur les conduites addictives dans le télétravail. Alors, ça peut s'entendre de deux façons. À la fois, est-ce que le télétravail peut devenir quelque chose qui génère des conduites addictives, le fait de pouvoir retravailler en dehors du temps de travail puisqu'on le fait de chez soi, et en même temps, comment est-ce qu'on gère des personnes qui auraient des addictions sur le temps de travail quand le travail n'est pas exercé dans l'entreprise, mais dans un autre lieu, qui peut être chez soi, dans un espace de coworking, par exemple. Effectivement, on sait que le télétravail génère plus de risques psychosociaux et d'addiction. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas ce cadre, il y a moins de contacts sociaux, on est seul avec soi-même et avec ses difficultés. Donc, c'est clair que c'est moins évident à détecter puisque la personne, ça ne se verra pas forcément. Oui, parce qu'elle est en télétravail, oui. Oui. Et là, ce qui va jouer, encore une fois, ce qui est important, et comme dans beaucoup de sujets, dans les risques psychosociaux aussi, c'est la prévention primaire. C'est vraiment parler de ce sujet, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on dise qu'il y a un accompagnement possible, qu'on dise que dans l'entreprise, ben voilà, c'est pas une honte d'avoir à un moment donné une difficulté dans sa vie et d'avoir recherché une béquille qui n'est pas forcément la bonne, qui n'est pas adaptée, mais que l'entreprise, elle est là pour aider les salariés aussi dans ces moments-là de difficulté. Mais effectivement, ce n'est pas facile à repérer. Oui, tout à fait. Oui. Dans la suite des questions, en fait, une des questions, c'est comment dépasser le déni de la personne qui est concernée. Parce qu'effectivement, si on vient me voir et qu'on me dit bah, écoute, j'ai l'impression quand même que tu as des difficultés, tu n'as pas l'air très efficace, tu as l'air un peu, enfin, je ne sais pas, s'il y a beaucoup de consommation d'alcool, un peu assommé quand même parce que c'est sédatif, etc. Et que la personne dit bah non, tout va bien, etc. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette personne? Est-ce qu'on peut l'accompagner? Enfin, comment faire pour qu'il y ait une prise de conscience? Et est-ce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience? Est-ce que c'est notre rôle, soit en tant que collègue ou en tant que manager? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que si la personne dit bah oui, non, moi ça va bien, tu sais, il n'y a pas de problème, alors que manifestement il y a des conduites addictives qui sont dommageables, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, je vais bien, tout va bien. Hein, dans le déni. Effectivement, pour qu'il y ait une démarche de soins, il faut sortir du déni. Mais l'objectif premier, encore une fois, de l'entreprise, c'est déjà la détection du risque. Et pour ça, on a deux situations. La première, c'est j'ai des suspicions, hein, j'ai des doutes. Je vois une personne qui est effectivement pas très claire. Et là, je vais aborder la question, pas forcément en parlant de sa consommation, mais en parlant encore une fois des répercussions sur le travail. Ok, tu me dis que tout va bien, ben moi je suis contente d'entendre que tout va bien. Mais ce que je vois quand même, c'est que tu as des difficultés dans ton travail. Là, tu m'as demandé 3 fois comment faire, alors que je pensais que cette procédure-là, tu la connaissais très bien. Hein, tu es revenu 3 fois pour me demander. Bon, tu fais des erreurs dans ton travail, tu n'as pas tenu les délais, etc. Hein, donc, on va se centrer sur les éléments qui posent problème.
Ça, c'est une situation. La deuxième situation, c'est l'état apparemment anormal. Vous avez quelqu'un qui vous dit oui, oui, tout va bien, mais il titube, il sent l'alcool, il tient des propos incohérents. Vous n'allez pas forcément pouvoir déduire tout de suite là que c'est un état d'ébriété, mais ça peut être un début d'AVC, hein. Mais ça peut être quelque chose de grave. Et là, il faut que vous ayez une procédure pour agir à ce moment-là et tester effectivement la personne. Et là, le fait de tester, le fait de mettre les résultats d'un éthylotest vraiment concrètement devant son nez, ça va aussi aider à ce que la personne ne soit pas dans le déni. Personne ne lui a jamais dit qu'il sentait l'alcool, qu'il tenait des propos incohérents, voilà, qu'il consommait certainement trop. Donc la personne, elle reste dans le déni parce que personne n'a jamais osé rien lui dire. Ce jour-là, on lui dit, voilà, ce que tu fais maintenant, tu ne peux plus le cacher, tu ne peux plus être dans le déni. Il y a un problème au travail. Regarde, voilà, tu es venu en état d'ébriété aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Et c'est derrière aussi la sanction. La sanction, elle est indispensable. Quand j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait licenciement tout de suite la première fois automatique, je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas qu'il y ait de sanction. Venir en état d'ébriété sur son lieu de travail, c'est grave. Ça met en danger d'abord soi-même, les automobilistes qu'on a pu croiser sur la route, ça met en danger ses collègues, etc. C'est quelque chose de grave. Ça ne peut pas ne pas être sanctionné. Mais la sanction, elle doit être progressive et adaptée au cas, et pas forcément un licenciement direct. Mais en tout cas, la sanction, elle a aussi là pour vertu, simplement par exemple de rappeler le règlement intérieur ou de mettre un avertissement, peut être une manière aussi déclencheur pour sortir du déni. C'est indispensable. On nous fait remarquer aussi qu'il n'y a pas que l'alcool dans les addictions et on nous pose aussi la question des médicaments. Alors j'imagine que c'est plutôt de type anxiolytique là pour la prise de médicaments sur le lieu de travail. Donc dans votre expérience, effectivement, alors il y a les drogues qui ont des effets. Vous disiez tout à l'heure, la caféine, la nicotine sont des substances psychoactives dont on est très vite dépendant, effectivement, mais ça n'a pas d'effet de conséquences dommageables dans l'entreprise en général. D'autres en ont. Sur l'usage des médicaments, est-ce que vous avez pu remarquer une forte consommation de médicaments ou c'est quelque chose qui est discret, qu'on a du mal à identifier ou qui est marginal? Alors, il y a une augmentation de la consommation de médicaments psychotropes en France. Et il y a surtout un mésusage, donc des gens qui font des savants mélanges qui se prennent pour des apprentis sorciers en mélangeant et en polyconsommant plusieurs médicaments, ou qui ignorent complètement les effets de l'alcool. Hein. L'alcool va potentialiser, va augmenter les effets de certains médicaments. Et donc, ils ont un médicament, ils ont un traitement qui est prescrit par un médecin, donc c'est réglementé, c'est généralement bien suivi, donc en entreprise, on ne le voit pas. Le problème va être quand il y a ces mélanges ou quand il y a une prise, par exemple, le cas classique qu'on voit dans l'industrie, parce que moi j'ai une expérience beaucoup dans l'industrie, c'est la personne qui prend un traitement et le médecin lui dit, bon ben voilà, la posologie c'est ça, et il y a à prendre un matin, un midi, un soir. Et donc le gars, il prend son médicament le soir. Sauf qu'il a oublié de préciser à son médecin qu'il travaille en posté. Il prend son médicament le soir et il va travailler. Voilà. Donc, ça aussi, c'est de la prévention primaire que d'expliquer aux gens tout simplement. Il y en a chaque année des gens qui prennent leurs médicaments comme d'habitude alors qu'ils doivent moduler en fonction de leur rythme. Alors qu'ils ne travaillent pas comme d'habitude, justement. Voilà. Exactement, ouais. Hein, donc, en prévention primaire, on leur explique, vous prenez un traitement, il n'y a pas de problème, mais informez le médecin pour voir s'il n'y a pas d'incompatibilité avec votre travail. Informez votre médecin généraliste, votre médecin traitant que vous travaillez en posté, qui vous explique bien comment prendre le médicament. Toutes ces choses-là, ça paraît bête, mais voilà. Après, il y a aussi des prises de médicaments de façon dopante, hein, des gens qui subissent beaucoup de pression et qui prennent des médicaments pour se doper, pour augmenter leur performance, et où là, on peut avoir des phénomènes de surdose et les conséquences négatives que ça engendre. Hein. Donc, tout va bien jusqu'au moment où. Ça rejoint une question qui est aussi relancée par Karine qui nous dit il n'y a pas que les anxiolytiques ou autres, hein, il y a aussi tout ce qui est antalgique contre la douleur. Mais ça me paraît difficile, je voudrais avoir votre avis, parce que finalement, quelqu'un qui prend des médicaments contre la douleur, parce que, je sais pas, la personne a mal au dos ou ailleurs,
Il peut y avoir une dépendance à ces médicaments, un mésusage. Effectivement, il n'y a pas de conséquences au travail. Hein, si je prends 3 Doliprane au lieu d'un seul parce que j'ai mal au dos, bien au travail, il n'y a pas de conséquences. Ça pose la question de la limite de l'addiction à un produit ou à un médicament sur le lieu de travail. Autant l'alcool, par exemple, effectivement avec des conséquences sociales, professionnelles importantes, autant prendre trop de Doliprane sur le lieu de travail n'a pas de conséquences particulières sur le travail et ça ne se voit pas non plus. Alors, si c'est un Doliprane normal, oui, mais l'objectif va être aussi de les informer que quand on a mal, on ne prend pas forcément un médicament avec de la codéine. Hein, il y a des Doliprane codéinés. Sûr, oui, oui, oui. Le réflexe de certains est de prendre systématiquement d'emblée un Doliprane avec de la codéine. Là, c'est peut-être pas nécessaire. Attention, la codéine est maintenant réglementée, c'est pas pour rien, parce que ça a des effets sédatifs, et que effectivement, je prends un antalgique, il n'y a pas de souci, mais que si j'ai vraiment une douleur importante, ça peut valoir le coup de dire à mon médecin, bon, qu'est-ce que je peux prendre, combien, etc. Mais sensibiliser encore une fois les personnes sur le fait que il y a des traitements qui ont besoin aussi d'être régulés. Hein. Il y a une phase au début qui est un petit peu difficile, et puis après, une fois que le traitement est régulé, ça va. Et juste de les informer de ça. Ouais. Sur la question du Doliprane, Karine nous dit si, trop de Doliprane, il y a des conséquences. Bien évidemment qu'il y a des conséquences. On peut mourir d'une surdose de Doliprane, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'était que le fait de prendre 1 ou 2 Doliprane au travail, finalement, d'abord, c'est pas forcément visible et il n'y a pas de conséquences sur la performance professionnelle ni sur les relations interpersonnelles. Et donc, c'est difficile de pouvoir l'identifier et de le prévenir sur le lieu de travail. Alors que d'autres dépendances à des médicaments peuvent avoir effectivement des conséquences sur le travail. Quelqu'un qui prendrait des anxiolytiques de façon assez élevée, je sais pas, un alprazolam à 0,5, sur le lieu de travail, ça assomme quand même, alors que prendre 2 Doliprane, ça n'assomme pas. Voilà, c'était pour ça ma remarque. Mais évidemment, que le Doliprane est dangereux pour la santé à forte dose, en overdose, hein, et c'est pour ça qu'ils sont dans des tubes avec un nombre limité de grammes. L'idée, c'est de sensibiliser qu'il n'y a aucun médicament qui est sans effet. Hein. Tous les médicaments sont potentiellement à risque, surtout s'ils sont polyconsommés avec autre chose. Hein. Encore une fois, un médicament tout seul peut avoir une influence tout à fait réduite, mais pris avec un autre, le mélange des deux va être vraiment délétère, vraiment. Bien sûr, il y a des interactions, ouais, tout à fait. Oui. Sur la... Est-ce que vous savez si, là c'est une question un peu technique, si il y a une position de l'OMS, parce que vous en faisiez référence tout à l'heure à l'OMS pour les addictions, par rapport à la codéine. Est-ce que vous avez vu, vous, quelque chose ou pas sur ça? Alors, de l'OMS, alors là, attention, je ne suis pas spécialiste. Vous avez pu voir. À ma connaissance, de l'OMS, non, on n'a pas vu. Par contre, il me semble qu'il y a la Haute Autorité de Santé en France qui a réagi parce qu'il y a eu des cas, notamment, je pense, une jeune de 15 ans qui se faisait prescrire du sirop à la codéine et qui était devenue dépendante à la codéine et qui a eu des complications et qui est décédée. Donc, la codéine est maintenant réglementée. Vous ne pouvez pas avoir du sirop. D'abord, vous n'en avez pas d'emblée parce que vous avez des problèmes de toux, vous n'avez pas à avoir d'emblée un sirop avec de la codéine, d'une part, et d'autre part, si vous avez un médicament ou un sirop avec de la codéine, ça sera réglementé, c'est pas qu'une ordonnance renouvelable, etc. Ça a été plus restreint pour ces raisons-là. Alors, il y a une question de Jean-Noël qui est très intéressante parce qu'en fait, Jean-Noël la situe sur la consommation de psychotropes. Et donc, il dit, est-ce que vous faites une différence entre les effets aigus et les effets résiduels dans la prévention? Et ça me rappelle une situation que j'avais vue. C'était dans une clinique d'addictologie où j'étais en stage il y a une quinzaine d'années. Et il y a un patient qui arrive le matin en hôpital de jour et on regarde son taux d'alcoolémie. Et en fait, il était bien au-dessus des 0,5, mais vraiment bien au-dessus, il était à 1 gramme. Et on lui dit, mais vous avez consommé? Et il dit, ah non, pas consommé du tout aujourd'hui. Mais c'était de la veille. Ce qui restait de la veille était encore à 1 gramme. Et donc, il y a des effets, effectivement. Alors,
sur des médicaments, il y a des effets résiduels, et avec l'alcool aussi. Par exemple, quelqu'un qui ferait la fête un soir et qui aurait une consommation d'alcool excessive, qui aurait ce qu'on appelle une intoxication éthylique aiguë, eh bien, le lendemain matin, il peut avoir encore un taux d'alcool bien supérieur au taux légal, par exemple pour venir en voiture, pour prendre sa voiture s'il en a besoin au travail, etc. Au niveau de la prévention, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être abordé? Oui, justement, on sensibilise les salariés au fait que, bien sûr, ce que vous faites, ce que vous consommez chez vous, ça vous regarde, mais attention, il peut y avoir une incidence quand vous arrivez au travail, parce que l'alcoolémie, elle décroît de pas tout à fait inverse. Si vous avez effectivement une consommation très importante la veille, eh ben, le lendemain matin, vous arrivez avec encore une imprégnation d'alcool, et ça peut avoir des conséquences. Vous êtes encore sous l'effet de ces substances. Tout à fait. Donc en fait, la séparation entre vie personnelle et vie professionnelle, elle n'est pas si nette que ça. Parce que la personne qui dirait non, mais moi je fais ce que je veux quand je suis à la maison, oui, à condition que ça ne dépasse pas sur la vie professionnelle, et même sans qu'elle en ait conscience. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on fait bien la différence. Oui, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais quand vous arrivez au travail, vous êtes là sous la responsabilité de votre employeur. Et donc, vous devez respecter les règles qui sont définies dans votre entreprise. D'accord. Laurent nous demande s'il y a des trucs, en fait, il met ça entre guillemets, des trucs pour détecter les addictions. Est-ce que on a bien vu dans ce que vous nous avez expliqué et dans les questions qui ont été posées qu'il y a des dépendances à des produits pour lesquels on n'a pas de signes visibles. Quelqu'un qui prend trop de Doliprane codéiné, on ne le voit pas, sauf si on va prendre ces comprimés, mais autrement, il n'y a pas de conséquences. Quelqu'un qui fume du cannabis, ça peut avoir des conséquences visibles, de l'alcool aussi. Est-ce qu'il y a des signes faibles, des signaux faibles comme ça, qu'on peut avoir à l'esprit pour éventuellement faire une suspicion, pas détecter, mais au moins faire une suspicion de conduite addictive sur le lieu de travail? Alors, effectivement, il y a des symptômes aigus et il y a des symptômes plus chroniques, on va dire. Mais attention, encore une fois, à ne pas vous improviser médecin. Le médecin, il a à sa disposition la possibilité de faire des examens biologiques, voilà, une prise de sang, des examens cliniques aussi, tout simplement, et voir des choses que nous, lambda, ne sommes pas forcément en capacité de voir, et ce n'est pas notre rôle. Ce qui est important, c'est de se centrer encore une fois sur les symptômes, sur les signes, on va plutôt appeler ça des signes, qui posent problème au travail. Donc, vous avez globalement 4 grandes familles de signes. Vous avez tous les signes de comportement, une personne qui va avoir des troubles de l'équilibre, qui va… de l'élocution, difficulté à s'exprimer, etc. Tout ce qui est du volet du comportement, des réactions impulsives, des réactions d'euphorie et puis à d'autres moments un repli sur soi, etc. Vous avez la deuxième catégorie, c'est tout ce qui va concerner la qualité, la performance. Ce que j'ai cité tout à l'heure, le retard, les absences, un endormissement, la baisse de vigilance, tout ce qui va jouer sur la qualité du travail et sur la performance de la personne. Vous avez globalement tout ce qui est lié à l'absentéisme. Et vous avez aussi l'apparence extérieure. Quand vous avez quelqu'un qui a une addiction au jeu, vous pouvez dire finalement il n'y a pas de conséquences directes, sauf que la personne va avoir des problèmes d'argent. Vous allez avoir, ou dans la dépendance à l'alcool, on le voit aussi, des gens qui négligent leur hygiène, qui négligent leur apparence vestimentaire. Bon, ces signes-là, c'est un ensemble de signes. Maintenant, quelqu'un qui a les yeux rouges, c'est aussi peut-être quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit parce que son petit dernier ne fait pas de nuit. Vous voyez, ne vous précipitez pas sur une évaluation, encore une fois, une recherche de la consommation. Focalisez-vous sur ce qui pose problème au travail. C'est ça le rôle des managers. C'est ça qui est en jeu. La consommation derrière, si vous avez effectivement ces suspicions, vous avez le droit de vous tromper. Vous envoyez ça au service de santé au travail, que ce soit un service autonome ou un service départemental, mais vous allez envoyer ça en disant, voilà, je vous envoie un tel, parce que j'ai l'impression qu'il se passe ça et ça, et je me fais du souci pour sa santé. Voilà. Après, il y a secret médical, le médecin va faire son travail, il n'y a pas de souci.
Mais vous voyez, le rôle en tant que manager, employeur, c'est plutôt de se focaliser, encore une fois, sur ce qui pose problème au travail. Comme vous le feriez pour n'importe quel autre problème. La personne va peut-être justement vous dire, bah, ouais, j'ai des soucis en ce moment parce que j'ai pris ma mère à la maison, elle est Alzheimer, donc voilà, elle se réveille la nuit, je dors plus, enfin, c'est une situation un peu intenable. Il vous en a jamais parlé avant, il va peut-être se confier. Alors, au fur et à mesure, vous allez peut-être avoir d'autres suspicions, mais pour l'instant, c'est ça qui est important, c'est de régler ce qui se passe au travail. C'est pas forcément de stigmatiser la personne et de raisonner addiction. On parle d'addiction aujourd'hui, donc on a tendance à se focaliser finalement là-dessus, mais le rôle du manager, c'est d'intervenir quel que soit le problème. Une question par Fanny qui nous dit, voilà, peut-on obliger quelqu'un à aller voir le médecin du travail? Et si oui, comment? Ça, c'est la question du déni, en fait, hein, quand le salarié pour lequel on fait une suspicion ou pour lequel c'est avéré, parce qu'on a remarqué quand même des signes cliniques notables, est dans le déni et qu'il refuse de voir le service de santé au travail, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que peut-être le psychologue du travail peut peut-être venir? Est-ce qu'il y a, ou le médecin du travail peut passer dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on peut agir s'il y a une difficulté pour le salarié à s'engager dans une démarche peut-être pas déjà de soins, mais au moins de prise de conscience? Alors, très clairement, à la question, est-ce qu'on peut obliger un salarié à aller voir le médecin du travail? La réponse est oui. Oui, parce que c'est une obligation de l'employeur. Hein, et donc, l'employeur peut tout à fait exiger d'un salarié qu'il retourne voir le médecin du travail pour confirmer son aptitude au travail. Dans le cadre de confirmation de l'aptitude au travail. Eh oui, j'ai des doutes, je vois quelqu'un qui a des pertes d'équilibre. Bon, il travaille en hauteur, moi je suis risque. Hein. Oui. Voilà. Ou bien, bon, il arrive le matin pas très clair, je ne sais pas ce qui peut se passer sur la route, mais on est en potentiel de trajet. Moi, voilà, j'ai besoin que le médecin me confirme son aptitude au travail. Et donc, pour ça, en tant qu'employeur, oui, je peux exiger du salarié qu'il aille voir. Le médecin. Effectivement, oui. Voilà, donc ça, évidemment, c'est mieux que ça se passe en bonne intelligence et en compréhension, en discussion, en disant plutôt, je me fais du souci pour toi. Hein, je me pose des questions, je me demande si tu n'as pas des soucis de santé et je préférerais que tu vois le médecin qui confirme bien que si tu as des problèmes de santé, bah, que c'est bien compatible avec ton travail ou pas. Et là, la responsabilité, elle est justement aussi sur le médecin. C'est un devoir de l'employeur que de faire ça aussi pour préserver sa responsabilité parce que sinon, on peut lui dire, mais attendez, vous étiez au courant de choses, vous avez vu, vous avez constaté des choses, vous n'avez pas réagi. Là, il renvoie donc la responsabilité au médecin et le médecin ne va pas prendre de risque non plus. Hein. Il va évaluer ce qui se passe et il délivrera l'aptitude ou pas en fonction de ce qu'il voit. Et... Tout à l'heure, vous parliez d'obligation de moyens et de résultats. Et on est là vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement mettre un moyen d'information ou mettre en place un moyen de prévention, c'est aussi d'obtenir le résultat face à ça. C'est qu'il y ait une prise en charge qui soit faite. Oui. Ouais. Hein, dans ces deux domaines, de la santé et de la sécurité, effectivement, c'est une obligation de moyens et de résultats. Hein, d'où tous les comités de prévention, les comités de suivi dans ces domaines de santé et de sécurité, c'est justement pour ça. On ne peut pas juste mettre en place des choses et puis après ne pas suivre. Hein. On doit suivre si c'est efficace et adapter, ajuster si ça ne l'est pas. D'accord. Sur la question du télétravail qui avait été posée tout à l'heure, je voulais juste faire part d'une remarque. En fait, pendant le confinement, j'ai fait une étude sur le télétravail. Et ce qui s'est dégagé de façon presque contre-intuitive, c'est que à peu près les 2 tiers des personnes étaient satisfaites du télétravail. C'était sur plusieurs pays francophones. Et plus de la moitié, à peu près 60 personnes de ces 2 tiers des personnes satisfaites du télétravail avaient augmenté leur consommation d'alcool, de tabac, de café, réduit leur temps de sommeil, etc. Donc il y avait une dégradation. Les apéros virtuels ont bien marché pendant le confinement. Pardon, les apéros virtuels ont bien marché pendant le confinement. Ouais. Donc il y a une dégradation en fait de l'état de santé, ou en tout cas des conduites de santé et d'hygiène, alors qu'il y avait une sensation de bien-être et de bénéfices au télétravail. Et donc c'est pas évident. Moi, j'aimerais bien revenir aussi sur la question du café et du tabac, qui sont des drogues tout à fait licites. Hein. On peut les acheter comme on veut, on peut en consommer tant qu'on veut. Et pourtant, il y a beaucoup de conséquences sur la santé, des conséquences néfastes sur la santé. Et ce sont plutôt des produits qui sont bien... Alors, pas le tabac, évidemment, aujourd'hui, avec les lois, mais le café est
un produit qui est plutôt bien accepté en entreprise. Ne pas avoir 2 cafés à une réunion, ne pas boire 2, 3 cafés le matin, ça paraît presque bizarre dans certaines entreprises. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de mobiliser? Il y a Asia qui nous disait qu'au Maroc, ils ont fait une campagne comme ça dans son entreprise, une campagne de prévention sur le tabagisme, et avec, bien sûr, tournée sous le sens de l'humour. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait besoin d'accentuer ça, cette prévention de ces produits tout à fait conviviaux, où boire un café avec quelqu'un, c'est convivial, et en même temps, quand on en boit 10 dans la journée, ce n'est pas que convivial, ça a des effets néfastes? Oui, je ne mettrai quand même pas sur le même plan le tabac et, et le café, évidemment. Le tabac a des effets, c'est une puissante substance psychoactive. Tout à fait. Voilà, qui a des effets sur la santé très importants. Bon, sur le tabac, je pense que c'est simplement une substance dont on peut parler et simplement évoquer les risques d'une consommation à forte dose. Mais je ne crois pas qu'on soit sur des choses vraiment problématiques en entreprise. Il faut quand même relativiser les choses. Pour le tabac? Pour le café. Pour le café. Mais oui. Avec, alors, pas, non, c'était pas sur en fait, si vous voulez, l'idée que j'avais derrière la tête avec ça, c'est que la plupart des gens consomment leur grande partie de café sur le lieu de travail et pas à la maison. Ils prennent du café le matin, mais le soir, ils ne prennent pas 3-4 cafés le soir quand ils sont chez eux à 19h ou 20h. Par contre, sur la journée de travail, oui. Or, le café, en grande quantité, quand même, amène des risques de maladies cardiovasculaires importants. Et donc, peut-être que l'entreprise aurait aussi cette responsabilité de faire de la prévention sur ça, puisque c'est une boisson fortement consommée, que c'est effectivement un stimulant. Donc, boire du café, la caféine, et dans les boissons énergisantes, il y a énormément de caféine dedans. Donc, c'est stimulant, ça aide à se concentrer, ça aide à être attentif, etc. Et en même temps, c'est quand même délétère pour la santé. Et peut-être que les entreprises auraient une responsabilité sur ça, sur la consommation de café, en tout cas d'information. Quel est votre avis sur ça? Ça, oui, c'est mon avis. Moi, je pense que ça ne serait pas nuisible qu'il y ait une information sur ça. C'est pas nuisible d'informer. Hein. La liberté, elle commence déjà par la liberté d'être informé. Après, on peut prendre ses décisions en toute connaissance de cause, j'allais dire. Donc, informer, oui, bien sûr. Donner un petit peu plus de connaissances, de précision sur les risques du café, de la caféine, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, puisque là on arrive au terme de notre session? Est-ce que vous avez d'autres questions? La semaine prochaine, jeudi 10 septembre à 12h, donc c'est Anne Couturier qui viendra nous parler de la VAE, qui est un outil important dans la carrière. Donc vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session. Il n'y a pas d'autres questions. S'il y en a d'autres arrivées. Ah oui, Samuel nous dit, voilà, comment allier la convivialité et les addictions, puisque souvent, un certain nombre de produits comme l'alcool ou le tabac, etc., sont des produits aussi associés à la convivialité. Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, bien sûr, et puis c'est culturel. Je veux dire, aujourd'hui, si je vous invite à un apéro, c'est pas forcément pour boire une pétillante, quoi. Vous voyez, voilà, c'est une culture dans notre pays, et c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre. C'est pas un discours contre l'alcool ou contre ça ou un jugement. C'est simplement de dire attention. Ces produits, vous pouvez en consommer, mais en consommation excessive, il y a des risques pour votre santé, pour votre sécurité. Oui, c'est la question de l'usage et du mésusage. Hein. Voilà, et puis effectivement à la maison, vous faites ce que vous voulez, mais le fait de connaître les repères de l'OMS, bon, j'en ai pas parlé, hein, mais l'OMS a changé récemment, les repères, ils ont été diminués, hein, parce qu'il y a une prise de conscience qu'effectivement il y a une consommation excessive sur l'alcool. Bon, le fait de connaître ça, de prendre conscience, ça permet encore une fois à chacun d'avoir après la liberté d'agir, de se comporter. On ne dit pas il faut arrêter absolument de boire de l'alcool, pas du tout. On dit simplement attention, le milieu de l'entreprise est un milieu particulier avec des risques différents selon les entreprises évidemment, mais dans lequel forcément il faut réglementer les choses, il faut qu'il y ait des règles qui soient posées parce qu'on n'est pas dans la liberté totale,
On Ouais. travaille avec d'autres personnes, on travaille avec des engins éventuellement qui circulent, etc. Donc des risques particuliers. Et voilà, il faut du coup surtout en avoir conscience qu'il y a des risques. D'accord. Alors, il y a une question qui est posée plutôt à des médecins du travail, et on a quelques médecins du travail qui sont présents avec nous. Donc, j'aimerais savoir s'il y en a un qui peut répondre soit par écrit et je note sa réponse, soit que je fais monter à l'écran. Merci de dire dans la rubrique chat si vous êtes, si c'est possible de répondre à la question. Donc, Jean-Noël nous dit, en termes d'aptitude, vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'aptitude ou l'inaptitude qui peut être donnée par le médecin du travail s'il y a une suspicion de conduite addictive avec un impact sur le travail. En termes d'aptitude, si le médecin du travail ne renouvelle pas l'aptitude au travail d'un salarié, est-ce que le médecin doit justifier la décision ou simplement faire une recommandation? Voilà. Est-ce que le médecin du travail dans cette situation-là doit justifier sa décision ou faire une recommandation? Si un médecin du travail qui est avec nous là pouvait donner la réponse, soit par écrit dans la rubrique chat ou éventuellement monter à l'écran, ça serait avec plaisir, parce que là, moi, je ne sais pas. Et Michel, je pense que Moi, vous je êtes dirais comme moi. qu'il n'a pas à justifier, puisque justement, on est sur le secret médical et que la décision d'un médecin du travail est souveraine. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il ait à justifier. Vous pensez qu'il n'a pas justifié? Non, je ne pense pas, mais on va laisser effectivement C'est le… ce qui me semble aussi, mais voilà. alors, le médecin du travail n'est pas obligé de justifier sa décision, nous dit Marie-Angèle, qui est médecin du travail. Ouais. Très bien. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Angèle, de cette précision. Voilà, effectivement. OK. Est-ce qu'il reste des questions ou pas? Est-ce que vous avez de nouvelles questions? Isabelle nous demande sur le thé, est-ce qu'il y a des rapports à la théine comme pour le café? Oui, mais en moins fort. Voilà. Voilà. Écoutez, merci Michel pour votre présentation très claire et puis avec ces réponses aux questions qui sont larges, auxquelles vous avez donné beaucoup d'informations. Donc je rappelle que vous êtes psychologue du travail en France, plutôt, vous me disiez plutôt la zone nord-est de la France, c'est ça? Oui, plutôt, je suis à 12 km du Luxembourg, donc oui, plutôt la zone Grand Est, mais également Benelux. Et le Benelux, et voilà. Donc installé aussi au Luxembourg. D'accord, très bien. Ben, merci à vous pour cette participation. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour parler de la VAE, qui est la validation des acquis et des expériences dans le cadre de la carrière. Merci Michel. Merci Sébastien aussi, et merci à tous. Et à bientôt pour d'autres webinaires. Avec plaisir. Intéressant. Avec plaisir. Sur un nouveau sujet, avec plaisir. Merci à tous.